Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette agora de l'étudiant pour une présentation un peu exceptionnelle, puisqu'on a la chance d'avoir en ouverture de cette présentation, au cours de laquelle on va parler des métiers du droit avec l'école ESMD, on a la chance d'avoir sur cette présentation en ouverture le président, je peux appeler, voilà, vous avez l'habitude de ce mot-là, on a Jacques Sopelsa qui est avec nous, qui est président honoraire de Paris-Panthéon-Sorbonne, qui a beaucoup brillé dans le monde du rugby à 13. Bon, ça, c'est à part. On va laisser le rugby et on va parler du monde étudiant et notamment de ce grand succès de votre vie. Il y a maintenant 35 ans, vous avez été à l'origine de ce programme Erasmus qui a fait des générations de bienheureux. Et on vous doit ce programme avec quelques autres universitaires. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce mouvement et ce programme, la naissance de ce programme Erasmus. Avec plaisir, Jacques, puisque Jacques il y a. Et je vous félicite, puisque vous avez un très beau prénom. Bien devant, comme ça, hop, comme ça, voilà. Y compris le mien. Voilà. Oui, je vais vous faire une confidence. Je n'avais pas du tout prévu de dire quelques mots ici aujourd'hui, car à la même heure, le tournoi destination a démarré. Et le moins qu'on puisse se dire, c'est que c'est un événement ô combien capital à mes yeux. Alors, petite parenthèse en passant, effectivement, je préside une fédération internationale de rugby, mais c'est le rugby à 13, et non pas le jeu à 15. Fermons la parenthèse. Ceci étant, je peux dire effectivement 2 ou 3 mots de la genèse de ce programme Erasmus. En 1987, avec le recteur de Bologne, l'alma mater, avec le recteur de Barcelone et avec le vice-chancellor d'Oxford, à 4, nous avions une réunion et on s'est mis dans la tête d'essayer de moderniser, programme très ambitieux, le monde universitaire européen, et nous avons rédigé, enfin j'ai rédigé, la ô combien fameuse Magna Carta des universités. C'est un détail, sauf que quelques mois plus tard, ça a permis de lancer effectivement ce fameux programme Erasmus. Erasmus, j'espère que vous le connaissez désormais. Alors vous m'avez rappelé que c'était effectivement il y a 35 ans. Rassurez-vous, j'étais très jeune à l'époque et j'assume. 35 ans, honnêtement, on ne croyait pas du tout, lorsqu'on a créé à 4, on a fondé ce projet Erasmus, qui s'est ensuite développé dans le cadre du Erasmus Mundi, on ne croyait pas à un tel succès. Alors c'est vrai que l'auberge espagnole, la Russie, etc., ça nous a effectivement beaucoup aidé aussi. Ça vous a surtout beaucoup aidé. Moi, je peux vous dire de mémoire que l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, par exemple, bon an, mal an, on tourne en gros entre 3 à 4 000 étudiants européens dans le cadre du programme Erasmus. Alors vous allez me dire, c'est peu et c'est beaucoup, puisque Paris 1 a 48 000 étudiants. Il n'empêche que c'est énorme. Et que, comme vous le savez sans doute, Erasmus, ça fait un petit, Erasmus Mundi, et que désormais, tout le globe est concerné par ce programme. Donc tout ceci pour vous dire que, en toute absence de modestie, je suis effectivement plutôt assez fier de ce beau résultat. Voilà, c'est devenu en fait un mot qui représente pour des générations d'étudiants maintenant le symbole de l'ouverture internationale, le symbole du collectif de l'Europe. Donc vraiment, sur plein de points, ça reste un des programmes phares de l'Europe. Hein, quand on évoque aujourd'hui les succès de l'Union européenne, ça revient tout le temps. Il y a toujours le programme Erasmus qui a été une réussite. Je vous fais une confidence, j'ai la chaire de géopolitique à Paris 1. Quand on me parle de l'Union européenne, je suis hélas obligé de constater que le bilan de l'Union européenne est plutôt médiocre, sauf effectivement dans ce domaine de l'éducation. Alors je ne suis pas là pour vous parler de géopolitique, je ne suis pas là pour vous parler de l'Europe de la défense, je ne suis pas là pour vous parler de l'Europe de l'économie. Il n'empêche, je crois qu'on peut être fier à l'échelle de l'Europe de ce fameux programme Erasmus. Bon, excellent. Et alors du coup, vous avez continué, bien sûr, vous êtes spécialiste en géopolitique, vous avez continué après à rayonner dans différents secteurs, et puis vous vous êtes rapproché du droit, c'est peut-être là qu'on peut évoquer cette école ESMD, dont vous êtes aujourd'hui le président du comité pédagogique. Exactement. En réalité, bon, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université effectivement pluridisciplinaire, il n'empêche que le fer de lance, le fleuron de notre université, c'est le droit, et que je le dis comme je le pense, j'ai quand même 30 ans d'expérience. Les étudiants qui arrivent à l'université pour faire du droit, la plupart sont très satisfaits, mais un certain nombre sont un petit peu désemparés, parce que c'est vrai, on peut le dire,
les enseignements sont encore un peu traditionnels. Et effectivement, quand le directeur à mes côtés, qui va prendre la parole dans 2 minutes ou dans 30 secondes, m'a contacté pour me dire est-ce que vous pourriez accepter de présider le comité pédagogique d'une nouvelle institution qui s'intéresse effectivement, Monsieur Fellouz sera beaucoup plus précis que moi sur ce sujet, à essayer de proposer à des étudiants qui, à tort ou à raison, se sentent plus ou moins bien dans l'université traditionnelle, de découvrir les métiers professionnels du droit. J'ai dit OK, et voilà, j'espère que ce sera une belle aventure. Je passe la parole à M. Fellouz. Voilà, Yvan Fellouz, donc vous êtes, directeur responsable de cette école, le fondateur, bien sûr, le fondateur de l'ESMD, qui est donc une école assez particulière là, sur le droit. Vous avez une approche très pragmatique sur le droit. Parlez-nous de cette pédagogie particulière. Alors, merci déjà de nous entendre. L'idée nous est venue parce qu'ayant une fille qui fait des études de droit, qui a fait des études de droit à Paris 2 à Assas, je me suis rendu compte que bien droit comme ça. Je me suis rendu compte que les études théoriques, que ce soit à Paris 1, Paris 2, Paris 5, peu importe, étaient essentielles, mais que pour rentrer dans la vie active, ce qui manquait vraiment aux étudiants, même titulaires d'une licence, c'était d'avoir un vrai sens de la professionnalisation de leur métier. Et cette approche, je l'avais faite bien avant l'évolution des nouvelles obligations légales que toutes les entreprises doivent avoir à présent. C'était dans le sens que si on ne veut pas être avocat, si on ne veut pas être notaire, si on ne veut pas être huissier, mais qu'on veut faire du droit, que pouvons-nous faire? Donc, nous avons travaillé avec M. Benoît Lachan, qui va vous parler de cela tout à l'heure, sur cette idée de monter un programme sur les nouveaux métiers du droit. Et ça a été tellement vite, c'est qu'entre le moment où nous avons démarré ce programme et ce métier, cette étude sur les nouveaux métiers, que nous avons eu la chance d'obtenir des titres reconnus par l'État, qui sont des titres RNCP pour des Bac plus 2 et des titres R5 et des titres RNCP 7 pour des masters, le temps a encore roulé plus vite que ce que nos prévisions pouvaient l'espérer. C'est que de plus en plus d'entreprises, à l'heure actuelle, rentrent dans un besoin énorme d'avoir à leur côté des vrais juristes qualifiés. C'est un des secteurs qui recrute le plus. C'est un des secteurs qui ouvre le plus de débouchés. Et tout ce que les étudiants apprennent à l'ESMD sont non seulement des études académiques, sous la haute autorité du président Sopelsa, mais également des études pratiques, puisque dans notre comité, vous le verrez, etc., nous avons aussi des personnalités du monde de l'entreprise, dans le data, et cela nous a amené à proposer un programme qui va de Bac plus 2 pour ceux qui veulent arrêter l'ancien DOG, qui veulent arrêter et qui veulent continuer à travailler sans pouvoir aller plus loin, à Bac plus 5 avec une maîtrise. Alors, je vais arrêter là. C'était juste pour vous dire que le droit évolue comme l'Europe éducative a évolué avec le programme Erasmus. Je vais juste donner une petite parallèle et un petit symbole. Le droit a évolué comme le programme Erasmus a évolué. Et le mal que nous nous souhaitons à l'ESMD, c'est d'avoir la même réussite que le programme créé par le président Jacques Sopelsa a eu avec Erasmus. Merci de votre attention. Je vais passer la parole au directeur général de l'ESMD, M. Benoît Lachan, qui a bien évidemment travaillé avec le président et moi-même sur ces programmes et il va vous les présenter. Pour des raisons pratiques, si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, on vous a donné un sac avec juste des petites informations. Nous avons un stand dans le salon, il y a un site internet. Nous serons tous attentifs à vous donner d'autres renseignements. Dernière chose avant de laisser la parole à M. Benoît Lachan, jeudi prochain à 18h30 au campus, il y a une conférence complémentaire à celle-ci sur les métiers du droit, en présence de Mme Julia Collinet, qui est une data officer dans une très grosse boîte qui travaille bien sûr avec toutes les grosses entreprises françaises. Merci de votre attention et je passe la parole à M. Benoît Lachan. Alors on va accueillir Benoît Lachan, directeur général de l'ESMD. Une ovation, peut-être des applaudissements pour M. Jacques Sopelsa qui est venu nous voir, qui a délaissé sa télé et le tournoi des destinations. Merci beaucoup pour ça, pour votre présence et pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup et on va accueillir donc Benoît Lachan qui est directeur général de l'ESMD qui va maintenant décrypter, on va décrypter ensemble à la fois la pédagogie, à la fois les nouveaux métiers du droit. Comme l'a précisé Yvan Fellouz à l'instant,
eh ben, le droit est en train de se réorienter considérablement. On l'évoque maintenant avec vous, Benoît, bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, alors on va passer quelques slides maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Les études de droit, aujourd'hui, on imagine, on fantasme un peu le métier de l'avocat. Quand on parle de droit, on a souvent cette représentation de l'avocat. C'est un métier qui est beaucoup plus large et on va le décrypter maintenant, qui est en train de se transformer. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on pense aux études de droit, et c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire des études de droit, forcément, quand on pense débouché, on pense forcément avocat. On pense bien sûr aux magistrats, on va penser aux notaires, aux juristes d'entreprise un peu moins. On pense surtout aux avocats. Et c'est assez logique qu'on pense essentiellement aux avocats parce qu'ils représentent une très grande majorité des professionnels du droit aujourd'hui. Dans le ratio, on aura peut-être les chiffres après, mais on est sur entre 70 000 et 90 000 avocats, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, voilà. En France, vous avez un peu plus de 70 000 avocats, dont 30 000 à Paris, région parisienne. Donc c'est une très grande proportion sur Paris. Et en parallèle de ça, vous n'avez que, entre guillemets, 8 000 magistrats. Donc le ratio est quand même assez incroyable. C'est 10%, quoi. C'est ça, voilà. à peu près. Vous avez 18 000 OPM, donc les officiers publics et ministériels, qui représentent les notaires, qui sont les notaires, qui sont les commissaires-priseurs, qui sont ces professions finalement connexes au droit. Et puis vous avez les juristes de l'entreprise qui représentent 17 000 aujourd'hui juristes, 19 000 professionnels, et qui est vraiment la profession qui explose en ce moment et dont beaucoup d'entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, ont de plus en plus besoin. Alors, on va le voir, c'est vrai, on peut parler du RGPD. Il y a plein aujourd'hui d'obligations pour les entreprises qui les incitent à avoir un département juridique de plus en plus étoffé. Le juridique touche de plus en plus de domaines. Donc, c'est ce qu'on va décrypter avec vous. J'avais mis quelques infos effectivement sur le métier d'avocat qu'on fantasme justement. Il faut savoir que le métier d'avocat, à 96%, il est en libéral. C'est-à-dire, vous êtes à votre compte, éventuellement avec des associés, mais vous n'êtes pas forcément salarié. 96% en libéral. Alors bien sûr, le salaire moyen est assez élevé. On parle de 77 000 €, mais avec de très grandes disparités dans la profession, entre des ténors du barreau qui gagnent très bien leur vie et d'autres qui vont être sur des affaires beaucoup plus petites, qui iront peut-être jamais dans un tribunal et qui vont avoir des salaires beaucoup plus faibles, puisque le salaire médian est à 43 000 €. Donc le ratio entre les deux est important, ce qui montre une importante disparité entre les métiers. Et puis surtout, par rapport à cette profession d'avocat, il faut savoir qu'un tiers des avocats vont passer dans le privé, vont devenir juristes d'entreprise dans les 10 premières années de leur activité. Ce qui montre que ce métier finalement est en perte d'attractivité et qu'au contraire, c'est vraiment les entreprises qui ont le besoin et qui recrutent aujourd'hui des juristes. Disons qu'il y a une réalité aujourd'hui qui est en train de monter, c'est que le métier du droit est assez chronophage et quand on est dans un tout petit cabinet, une petite structure, forcément on va faire énormément de travail de recherche et à l'arrivée, pour le salaire qu'on va avoir, on se dit tiens, là j'ai perdu beaucoup de temps et je ne suis pas payé à ma juste valeur. Dans les grands groupes, bien sûr, on aura plein de sous-traitances, plein d'hiérarchies qui permettra d'avoir cette... Là, on parle des salaires moyens. Voilà. On ne le met pas en ratio en nombre d'heures. Si on mettait en ratio en nombre d'heures, certains seraient à peine au SMIC, voire même en dessous pour certains, certainement. Complètement. Et on le voit, les procès, là, il y a actuellement le procès du Bataclan qui va durer de septembre à juin. C'est presque 1 an de procédure. C'est un univers incroyable avec... énormément de dossiers, de ramifications. On va regarder plus précisément maintenant ce métier de juriste d'entreprise que vous évoquez, qui prend une importance et une place de plus en plus grande. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, juriste d'entreprise, c'est dans plein de secteurs différents. Et des secteurs différents en fonction de la taille de l'entreprise. Les entreprises auront plus de besoin de spécialistes de contentieux, par exemple, pour pouvoir récupérer de l'argent qu'on leur doit. À l'inverse, des grosses entreprises vont s'intéresser
au droit de l'immobilier parce qu'ils veulent construire une nouvelle usine, agrandir des bâtiments existants, etc. Donc en fait, les spécialités vont être très différentes et vont être recherchées de manière différente selon la taille de l'entreprise. Par contre, ce que l'on retrouve le plus souvent, on l'a évoqué, vous l'avez évoqué, c'est notamment ce qu'on appelle la compliance. Donc la compliance, c'est tout ce qui est conformité. C'est le RGPD, donc les données personnelles. C'est aujourd'hui le fait de vouloir avoir un label qualité. Là, vous voyez pas mal d'écoles sur le salon. Beaucoup d'écoles ont un label qui s'appelle Calliope. Donc techniquement, ça fait partie de ces labels qualité que les entreprises et même les écoles finalement se mettent à avoir. Ça devient une obligation légale pour certains, une obligation marketing pour d'autres. Exactement. Et pour renforcer ça, donc c'est cette importance croissante du juridique, si je parle d'un cas que j'ai pu constater en travaillant avec Capgemini, par exemple, qui est une grosse boîte de consulting, eh bien la personne qui était en charge du juridique, qui n'était pas dans le comité de direction, petit à petit, les gens se sont dit il faut l'intégrer dans le comité de direction parce que de plus en plus, on est obligé de passer par elle pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire exactement. C'est vraiment une personne qui va être décisive dans l'aide à la décision. Et progressivement, la personne a été impliquée dans le comité de direction. C'est dire si les juristes aujourd'hui prennent une place importante, même dans les très hautes strates du management. Tout à fait. Alors, on peut voir maintenant donc un secteur en plein développement, vous l'avez évoqué, avec une répartition géographique qui est un petit peu, voilà, qui est un peu variée. On parlait des avocats tout à l'heure qui sont concentrés presque pour la moitié sur Paris, région parisienne. Alors que pour les juristes d'entreprise, ils sont répartis là où il y a des entreprises. Donc, bien sûr, vous avez toujours en Île-de-France beaucoup de besoins, mais aussi, on va voir dans le sud, dans le nord aussi, donc il y a une représentation assez large à travers toute la France. Et il faut savoir que tous les éléments que l'on vous donne en termes de chiffres sont issus de 2 études sur les rémunérations, à la fois de PageGroup et de ICE. Et donc tous les chiffres viennent de ces études-là. Ce n'est pas des chiffres qu'on invente comme ça ou qu'on ressortirait comme ça. Et du coup, là, on a les chiffres des rémunérations qui sortent. Alors voilà, on parlait de rémunération tout à l'heure pour les avocats. Regardons les rémunérations pour les juristes, sachant qu'à la grande différence des métiers d'avocat, juristes en entreprise sont salariés. Absolument. Ça fait déjà une grande différence. En termes de rémunération, on est sur des choses qui sont assez similaires, puisqu'on va être sur des salaires moyens qui vont être aux alentours de 50 000 € pour un juriste, donc je dirais un premier niveau. Ensuite, des responsables juridiques, on va être aux alentours de entre 67 et 70 000 €. Et les directions juridiques, ça, on parle des personnes que vous évoquiez tout à l'heure, donc en très haute sphère dans les entreprises, où là, on va dépasser les 110 000 € de salaire moyen. Mais ce qui est intéressant, outre ce salaire moyen, c'est le salaire médian. Salaire médian qui a bondi de 8% en 4 ans, puisque dans les dernières études en 2019, on était à 64 000 €. Donc bien au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et surtout, ça montre qu'il y a moins de disparité. C'est-à-dire que les juristes gagnent, grosso modo, on va dire à peu près tous la même chose en fonction de la taille de leur entreprise. Et vous n'avez pas le ténor du barreau qui gagne 10 fois ce que gagnent les autres. Bien sûr. Alors, si on s'intéresse maintenant à la mixité, il y a moins d'inégalités hommes-femmes. Là, vous le constatez, 2 juristes sur 3 sont des femmes. C'est un métier dans lequel les femmes ont beaucoup de moyens d'épanouissement et elles ont beaucoup de qualités. Oui. Il y a beaucoup de qualités, effectivement, qu'on leur prête. Oui. Et on le verra aussi, c'est parce que dans l'entreprise, ce n'est pas que la connaissance pure et dure qui va être importante, c'est vraiment toute la partie soft skills. On parle beaucoup des soft skills et on le verra, c'est vraiment ce qui est extrêmement demandé dans les entreprises. Et c'est-à-dire que les femmes ont plus de soft skills naturellement que les hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce besoin d'échanger et de travailler avec les autres et de ne pas être dans une compétition. Donc c'est assez différent d'ailleurs par rapport au métier d'avocat qu'on évoque, où là on va être plus dans une compétition parce qu'il va falloir gagner un procès, il faut gagner une affaire. Là on va être beaucoup plus dans le consensus, dans le fait de monter des programmes ensemble. Donc c'est vraiment une autre dynamique qui se met en place, ce qui explique peut-être ce ratio. Oui, parce que l'objectif est quand même différent. Quand on est dans un procès, on va dire, dans un tribunal, il va falloir gagner, convaincre tout le monde. Quand on est à l'intérieur de la boîte, on va être plutôt sur quelque chose du consensus, de l'aide à la décision. On n'est pas dans le même challenge finalement. Dans la construction. Ouais, exactement. Alors, on va voir maintenant, on va s'intéresser à
En fonction des tailles d'entreprise, Oui, alors la justement, répartition. on disait tout à l'heure que la rémunération, elle va être différente en fonction de la taille des entreprises et en fonction des postes, mais on est quand même sur des ratios avec peu d'amplitude. On parlait d'amplitude tout à l'heure d'un tailleur du barreau à 10 fois un avocat qui est sur des petites affaires. Là, on ne va pas avoir ces amplitudes-là. Donc là, il y a une répartition, vous voyez, pour ceux que le chiffre intéresse, d'aller voir en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de la spécialité de l'entreprise, quels vont être les écarts par rapport au salaire moyen qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord, parce que c'est vrai que l'activité a beaucoup à voir. Hein. Tout à fait. Quand on évoque les secteurs qui recrutent aujourd'hui, sur quel secteur vous avez trouvé qu'il y avait vraiment de la tension? Alors, ce qui est étonnant dans les métiers du droit, c'est que vous avez des nouveaux métiers qui apparaissent. Ce qui paraît étonnant, parce qu'on se dit, bon, le droit, ça fait quand même très longtemps, donc les choses ne bougent plus finalement. Et là, notamment dans les 2-3 dernières années, on a vu apparaître notamment le juriste unique. Comme on a connu le comptable unique qui est apparu dans les entreprises, maintenant vous avez le juriste unique, donc qui va régler la plupart des questions juridiques dans l'entreprise, mais surtout qui va être l'interlocuteur s'il y a besoin d'avoir un avocat extérieur, s'il y a besoin d'avoir d'autres conseils extérieurs. C'est lui qui sera le point central d'échange pour l'entreprise. Donc ça fait partie de ces métiers. On parle des métiers finalement qui ont émergé avec la crise, donc dans les dernières années. Donc vous avez ce juriste unique qui ressort assez fortement. Très bien. Et puis on imagine, après, en dehors de ces métiers en tension, il y a vraiment un besoin très, très renouvelé, très large de juristes. Les branches d'avenir, si on parle des secteurs Alors pour précisément. faire simple, les branches d'avenir, vous en avez deux principales. Vous allez avoir donc tout ce qui est compliance et conformité dont je parlais tout à l'heure. On va retrouver donc avec la protection des data, avec la qualité, avec tous ces éléments-là. Et vous avez un autre pan qui est la partie, je dirais, technologique. Non pas en tant que juriste NTIC, ça il y a toujours besoin de juristes qui connaissent le droit spécifique au numérique, mais ce qui est important, c'est aujourd'hui d'avoir des juristes qui maîtrisent les outils informatiques. On parle beaucoup de legal tech, hein, il y a toute une dimension autour du droit qui se développe, donc de l'usage de la technologie dedans, parce que finalement faire un contrat, on peut faire un programme informatique qui va nous aider à faire un programme, à faire un contrat, qui va nous aider à le suivre pendant toute la durée de ce contrat. Donc c'est des outils de contract management notamment qui existent. Et puis après, dans plein d'autres domaines, si vous voulez faire des recherches en jurisprudence ou dans différentes lois, eh ben, aujourd'hui, vous avez des outils informatiques qui vont aller chercher dans des bases de données plutôt que d'aller récupérer de gros bouquins, je dirais, pas forcément toujours à jour, et de parfois vous tromper. Donc ces usages technologiques, pour certains, sont vécus comme une angoisse parce que ça réduit, entre guillemets, le temps de travail. Donc quand votre salaire il est lié au nombre d'heures que vous avez facturé, forcément, c'est angoissant de vous dire qu'il y a des outils qui vont vous faire gagner du temps. Et au contraire, quand vous êtes dans l'entreprise, c'est plutôt bienvenu d'avoir ces outils-là qui vont vous faire gagner du temps. Exactement. Puis on le voit, il y a des startups qui sont, vous évoquez le monde des legal tech, la blockchain aussi. On a vraiment beaucoup d'innovations qui sont faites autour de ces outils numériques. La signature électronique, par exemple, qui est arrivée sur le marché, qui est très importante pour les documents. Le contrat à l'ancienne, le papier qu'on fait circuler, etc., c'est fini. C'est fini. Les gros contrats, c'est fini. Alors, on va évoquer maintenant les compétences clés. On l'a vu, donc, une répartition homme-femme qui est plutôt tendance pour les femmes, un métier assez féminin finalement. Dans les compétences clés, qu'est-ce qu'on retrouve alors? Ce qui était étonnant, quand on a regardé ces études-là, c'est notamment en termes de compétences clés. Tout de suite, moi je me suis dit, connaissance extrême du droit, très bonne maîtrise des mécaniques, etc. Et en fait, pas du tout. Quand on interroge les responsables RH de ces différentes entreprises, ils vont sortir l'anglais courant, parce qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est devenu vraiment la langue de communication. Même si votre activité est principalement en France, vous avez forcément des interactions avec d'autres entreprises à l'international. Il va falloir répondre aux questions. Exactement. Quand le PDG arrive, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on fait ça. On l'évoquait tout à l'heure, excellent communicant, parce qu'on ne fait pas du droit dans son coin. On est là avec des interlocuteurs dans l'entreprise et à l'extérieur, donc il faut pouvoir échanger avec et être persuasif, notamment des cours de négociation qui sont importants. Et une bonne capacité d'adaptation, parce que finalement le droit régit toute la vie des entreprises, toute notre vie d'ailleurs individuellement aussi, et il faut pouvoir faire face à tout ce qui peut se passer dans le monde dans une entreprise.
avec voilà, cette belle capacité d'adaptation. Je pensais au RSE tout à l'heure, Tout à fait. qui est un élément émergent qui s'impose aujourd'hui dans toutes les entreprises, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et là aussi, le juridique a une place de choix à prendre. C'est pour nous dans Parce la compliance aussi, Ah, mais effectivement, complètement. c'est ce genre de projet par rapport à la pollution, par rapport au développement durable, par rapport à Exactement. l'engagement vis-à-vis des salariés aussi. Enfin, c'est tout un ensemble d'éléments qui font partie effectivement du RSE. Et les domaines du droit, le numérique aussi. Donc, Bien sûr. il y a non seulement le métier du droit, mais il y a aussi les domaines d'intervention qui se Totalement. multiplient. Alors, on s'appuie sur... Donc justement, nous, forts de ces constats, on s'appuie de ces éléments, des échanges qu'on a bien sûr avec les entreprises et nos entreprises partenaires. L'excellence académique en droit, on a eu le président Sopelza qui vous a dit pourquoi finalement il avait rejoint ce projet. Donc on pouvait difficilement viser plus haut en termes d'excellence académique. Et puis une expertise de l'enseignement professionnel initial. On s'appuie aussi sur des écoles et des réseaux d'écoles que l'on connaît bien qui maîtrisent cet enseignement professionnel, le proposent en alternance et surtout proposent des diplômes reconnus. Il est important d'avoir des diplômes reconnus quand vous arrivez en entreprise. Ce n'est pas juste je fais du droit pour le plaisir de faire du droit. Il faut un moment que quelqu'un vous valide et que ce soit une autorité, et le RNCP a cette vocation-là. Et c'est pour ça qu'en fait, Les cursus. oui, pour les cursus, alors on propose quelque chose d'un peu inhabituel, puisque comme on peut le retrouver à la fac, on a un bac plus 3 qui, dans nos écoles, s'appelle un bachelor et non pas une licence, qui va être un peu plus généraliste. Vous avez 2 masters, donc compliance, que j'évoquais tout à l'heure, la conformité, et juriste d'entreprise, avec une dimension numérique extrêmement importante. C'est-à-dire qu'à la fin du master, nos étudiants vont passer un certificat AFNOR de juriste numérique, donc ils vont apprendre à coder, ils vont apprendre un certain nombre de choses. Et la particularité, c'est qu'on a en plus un bac plus 2, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller dans le droit en se disant au bout de 2 ans, finalement, c'est pas ce que je voulais faire, vouloir bifurquer, ou au contraire se dire, ok, c'est ce que je veux faire, mais je suis peut-être pas fait pour aller faire un bac plus 5, donc je peux m'arrêter avant. On a voulu donner le choix à nos étudiants de pouvoir s'arrêter à bac plus 2, à bac plus 3, ou d'aller jusqu'à bac plus 5. Exactement, avec, on peut le souligner, des passerelles possibles. C'est un métier dans lequel on peut évoluer. Vous l'avez rappelé plusieurs fois. On peut démarrer dans du droit, dans une catégorie de droit, on peut aller évoluer, on peut changer, aller dans l'entreprise. Donc c'est un métier, c'est tout un écosystème dans lequel on va pouvoir évoluer et se spécialiser en cours de parcours. Tout à fait. Et ce que je voulais dire, c'est que le SMD, une des particularités de l'ESMD, c'est une école de droit qui s'intéresse à l'entreprise et non pas une école de commerce qui s'intéresse au droit. Et en termes de méthodologie, en termes d'approche, c'est extrêmement différent par rapport aux besoins des entreprises. Et on parlait de blockchain tout à l'heure. Et nous, par exemple, là, les étudiants, il y a 1 mois, ont eu une conférence sur la blockchain et comment les smart contracts allaient impacter demain la signature de contrats. Et ils l'ont fait en première année. Ce n'est pas un truc de spécialité qu'on rajoute à la fin. Il faut que ce soit imprégné dans la pédagogie. Alors justement, puisqu'on parle de pédagogie, on va faire un petit tour d'horizon du comité pédagogique. On a vu donc Jacques Sopelza tout à l'heure, qui était avec nous. Effectivement, président du comité pédagogique. Voilà. On a Martine Drey qui est une ancienne responsable RH du GAN, donc spécialisée en droit social et qui aujourd'hui est administratrice des restaurants du cœur et chargée des RH, grosse structure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le droit, on a besoin en entreprise, on parle beaucoup d'entreprise depuis tout à l'heure, mais en fait, tout type de structure en a besoin, notamment des associations comme les Restos du Cœur ou les Restos du Cœur. Associations. Un petit merci à Coluche aussi au passage. On parlait des réussites. Coluche a vraiment réussi quelque chose de grand avec ça. On continue sur le comité pédagogique. Julia Collinet, qui est une experte DPO actuellement chez TNP Data Protection. C'est donc une experte de tout ce qui est RGPD, de la mise en place dans les entreprises. Et c'est vraiment elle, en demandant d'ailleurs aussi à ses équipes, qui nous a beaucoup aiguillé sur la partie gestion de projet, en disant que le travail finalement de juriste aujourd'hui se basait aussi beaucoup sur la gestion de projet parce qu'il faut pouvoir conduire ces changements dans l'entreprise, les faire vivre et qu'ils soient en cohérence avec le métier de l'entreprise et pas simplement être une vue de l'esprit juridique dans un coin. Et puis surtout, ce que vous évoquez, c'est que l'aspect un peu touchy dans l'entreprise, c'est que le juriste va dire à un moment donné, il va peut-être mettre des freins à un projet, il va dire non, juridiquement, vous ne pouvez pas y aller. Et si toute la boîte a dit non, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, il faut être vraiment très sûr de soi, très motivé, pouvoir argumenter. Donc il y a vraiment une responsabilité assez forte sur le plan juridique.
Et nous avons ensuite donc Verlaine Etamessonnet, qui lui est docteur en droit et spécialiste en droit public. On va dire, mais c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, je vous parle des entreprises et donc forcément, c'est que du droit commercial, c'est tout ça. Mais non, parce qu'en fait, le droit public régit aussi la vie des entreprises. Si demain, vous faites un appel d'offres, par exemple, les appels d'offres publics, c'est du droit public. Donc, il faut aussi s'intéresser à tous les droits. Il ne faut pas être, je dirais, monomaniaque dans le droit des affaires, dans le droit des contrats. C'est vraiment, il faut être pluridisciplinaire, il faut être un vrai juriste complet et pas sur une micro-spécialité. Alors, on le voit, si on veut synthétiser, puisqu'on arrive au bout du timing, on le voit, un métier qui a beaucoup de belles perspectives, dans lequel il y a beaucoup de moyens de s'épanouir, un lien à l'ESMD très privilégié avec les entreprises que vous avez développé depuis longtemps, une pédagogie tout à fait particulière, très pragmatique, très axée résultat. On le voit, un métier pour les femmes, les hommes, indifféremment, ça se passe très bien. Donc, beaucoup d'avantages, des salaires intéressants, attractifs. Donc voilà, on n'a qu'à vous souhaiter une superbe continuation. Merci beaucoup. Voilà, et à vous remercier toutes et à tous d'avoir participé à cette présentation passionnante. On peut vous retrouver juste derrière, là vous avez votre stand pour avoir des informations plus personnalisées. Très bonne continuation de salon à toutes et à tous, et puis on se retrouve plus tard sur cette agora. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.